Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Bonjour en direct avec Mélissa et Cosette. Donc, c'est notre rendez-vous hebdomadaire tous les mercredis à 10h où on répond à une ou plusieurs de vos questions. Et ce matin, on voulait vraiment faire un Q&A. Vraiment, on en a reçu tellement dans la boîte à questions sur l'alimentation des enfants de 0 à 2 ans. Et puis, donc, on va commencer. On en a récolté plusieurs. Donc, ceux qui sont en direct, qui n'ont pas envoyé de questions, sentez-vous à l'aise de la mettre dans les commentaires. On va regarder. Je pense que c'est plus Mélissa qui regarde. C'est moi qui gère tout ça. Tu pourrais regarder l'Instagram si tu veux. Tu peux gérer Facebook. Mais toutes celles qu'on a envoyées, on va les lire sans nommer la personne. Donc, les gens vont se reconnaître. Puis, ça peut répondre aux questions que d'autres parents se posent, tant mieux. Sinon, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Fait qu'on va être là pendant 20-25 minutes après, juste vraiment pour répondre à toutes vos questions. Donc, on devrait être là jusqu'à à peu près 10h30. Exactement. On commence. Je vais en piger quelques-unes, là, comme on s'était dit. Je pense on avait beaucoup de questions pour le passage purée, DME, est-ce qu'on peut le faire, comment ça se fait? Fait que peut-être que ça pourrait être bien de commencer avec cette question-là. Oui. Elle revient souvent, hein, cette question-là. Mon bébé a commencé à manger par la purée, donc j'ai nourri mon enfant à la cuillère. C'est souvent ça. Je l'ai nourri à la cuillère ou il le faisait de manière autonome. En règle générale, je l'ai nourri à la cuillère. Les parents, quand ils nous posent cette question, est-ce que je peux basculer vers ce qu'on appelle donc la DME? Par définition, la DME, ce que ça veut dire. Puis là, je ne suis pas en train d'étiqueter les enfants. Mais quand les parents posent la question, je veux juste un peu clarifier que la DME veut dire qu'il y a de l'autonomie dès la diversification. Donc, dès le début, bébé était autonome. Est-ce que ça veut dire que mon enfant ne sera jamais autonome? Non, parce que le but de toute diversification, c'est qu'un jour, notre enfant devient autonome, peu importe le chemin qu'il a pris. Écoutez, il y a autant de façons de nourrir un bébé qu'il y a de bébés qui mangent. OK? Alors, peu importe le chemin que bébé a pris, l'objectif, c'est qu'il devienne autonome et qu'il soit capable de partager le même repas que nous. Donc, un enfant que j'ai moi-même nourri à la cuillère et que je veux présenter des morceaux ou que je veux mettre de l'avant l'autonomie de mon enfant. Si votre enfant est en bas de l'âge de 6 mois, habituellement, on va garder quand même la texture qui est lisse, puis je vais mettre l'autonomie de l'avant. Donc, je vais lui tendre la cuillère pour que bébé puisse la gripper de ma main et la porter à sa bouche. Donc, vraiment, c'est un transfert de l'autonomie de la cuillère, de l'ustensile, de l'outil que vous utilisez, de vous à bébé. Lorsque bébé atteint vers l'âge de 6 mois où il présente les signes physiques qu'il est prêt à recevoir des morceaux, donc il est quand même capable de garder son tronc droit, donc rester en position assise pour la durée du repas dans sa chaise haute. OK? Donc, ce n'est pas il se met en position assise, c'est qu'il se tient assis avec très peu de support dans sa chaise haute. Voyons. Il a de l'intérêt vers les morceaux, donc il vous voit manger. Vous déposez des jouets en plastique, l'enfant est capable de les agripper, de les apporter à sa bouche. Donc, il y a le main-bouche qui est bien installé, il y a de l'intérêt envers les aliments et vous voulez peut-être l'essayer. Donc, oui, il y a possibilité de le faire, mais je ne peux pas arriver du jour au lendemain à dire, bon, ben
toi, c'était purée hier, mais aujourd'hui, tu as 6 mois, 3 jours, puis toi, ça va être des morceaux. L'enfant, il n'est quand même pas habitué. Alors oui, on va commencer par donner de l'autonomie avec la cuillère, donc la texture purée, mais on va quand même lui présenter des morceaux. Les morceaux, c'est bébé vraiment qui va les mettre dans sa bouche, mais ça n'empêche pas le fait que je peux l'approcher du visage de l'enfant pour attirer son attention. L'enfant peut agripper l'aliment et l'apporter à sa bouche de cette manière-là. Oui, on peut le faire. Assurez-vous que si vous le faites aux alentours de l'âge de 6 mois, que les aliments sont mous, écrasables avec la pression de la langue au palais. L'enfant, à cet âge-là, c'est vraiment la langue qui écrase les aliments. Ils peuvent aussi, avec les mouvements des gencives, vraiment aller chercher, écraser les aliments. Mais il n'y a pas de mouvement à droite à gauche au niveau de la langue, donc c'est important quand même que les aliments soient facilement écrasables, langue au palais. Allez-y, soit ce que vous mangez, soit, mettons, vous dites, écoute, moi, j'ai préparé de la purée de brocoli, mais il peut manger le brocoli en purée, puis le brocoli sous format qu'on le voit. Donc, vous prenez le brocoli, vous l'écrasez devant l'enfant, donc ça devient une purée plus épaisse. On l'offre à la cuillère, puis bébé a aussi l'option d'y aller vers les morceaux. Là. Puis graduellement, il y a peut-être de moins en moins de l'aliment en purée, parce que moi, je ne mange pas de brocoli en purée, puis je ne pense pas que les gens mangent du brocoli en purée. Et graduellement, on va transférer les aliments qu'on mange habituellement en morceaux pour l'enfant. Mais ça n'empêche pas le fait que je vais donner de la compote de pommes, je vais donner des patates pilées parce que c'est des aliments que la famille mange. Ce n'est pas d'éliminer la purée, loin de là, mais c'est de garder cette texture par les aliments que normalement on consommerait. Donc, c'est comme ça que je le ferai graduellement à tous les repas, puis à un moment donné, on réduit la présentation des aliments morceaux en purée lorsqu'on est capable de les gérer en purée. C'est comme ça qu'on le fait, puis graduellement au rythme de l'enfant, puis je ne mettrai pas l'étiquette DME, je ne mettrai pas d'étiquette, pas des étiquettes sur les enfants, parce que de toute façon, votre enfant va évoluer. C'est soit vous épaississez la purée, elle devient plus épaisse, motonneuse, grumeleuse pour arriver aux petits morceaux, ou soit on y va, garde purée, gros morceaux, mais pas, je ne couperai pas ça sec, puis de purée, voilà toi aujourd'hui, c'est les morceaux. L'enfant a faim, il est habitué à manger. Lorsqu'il s'assoit dans sa chaise, il s'attend à recevoir quelque chose. Alors, on suit leurs habiletés également. Donc, il faut que l'enfant démontre l'intérêt. Si vous voulez, mais votre enfant, vous déposez quelque chose, puis il approche, puis ouvre la bouche, puis il n'y a pas l'intérêt de les agripper encore, mais on l'aide. C'est ça, être sensible aux besoins et au développement de notre enfant. On l'aide, notre enfant. Le but, c'est qu'il devienne autonome. Puis, il n'y a pas de timer qui dit, regarde, à 12 mois, toi, tu t'arranges, mon grand. On va suivre, on va accompagner nos enfants vers l'autonomie. Puis, quand c'est plaisant, ils vont le faire. Quand c'est dans le plaisir, là, je pense que c'est l'ingrédient de base. Puis tu le dis bien aussi que la distinction à faire quand on parle des deux méthodes, c'est pas une question de morceaux purés, c'est une question de comment on va l'offrir, puis justement l'autonomie de l'enfant. Puis là, l'autonomie, chaque bébé va avoir son propre rythme de découverte. Donc, c'est là qu'il faut s'ajuster. Mais je pense que ça, c'est un mythe encore qui perdure que, tu sais, si on fait la méthode traditionnelle, il faut offrir que des purées. Puis si on fait la DME, il faut offrir que des morceaux. Mais non, vous allez évoluer vers l'autonomie de votre enfant, mais en effet, là, ça va y prendre du temps de l'atteindre, cette autonomie-là. Une autre des questions qui revenait aussi, là, c'est la question du fer dans l'alimentation des enfants. À partir de quand est-ce que c'est important? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Peut-être aussi, là, si on a des doutes que notre enfant pourrait peut-être manquer de fer, notre bébé, en fait, là, donc dans les premiers mois, qu'est-ce qu'on surveille, là, puis à partir de quand est-ce qu'on s'inquiète? OK. Pour le faire, donc ça, vous savez que le lait, peu importe, le lait que vous offrez à bébé répond aux besoins nutritionnels de la majorité des enfants de 0 jusqu'à l'âge de 6 mois. Il y a des enfants que c'est un petit peu avant pour le faire, selon s'il y a eu de la prématurité, si la maman a fait de l'anémie dans le dernier trimestre non supplémenté. Les enfants font leur réserve. Vous leur donnez une banque de fer durant le dernier trimestre. D'où la raison pourquoi les prématurés, même les grands prématurés, vont recevoir un supplément de fer à la naissance pour la première année de vie. Donc, à partir de l'âge de 6 mois, il faut commencer à proposer à l'enfant des aliments qui contiennent du fer, qui sont riches en fer, pour qu'il soit capable de répondre à ses besoins. C'est que sa banque commence à diminuer, puis ses besoins commencent à augmenter. Fait qu'il faut pallier tranquillement, l'épargne se fait moins vite, puis le retrait arrive plus rapidement. Si on pense à un compte de banque. Oui, exactement.
Fait qu'il faut vraiment exposer bébé. Il ne faut pas calculer. Ce n'est pas des mathématiques. Nourrir un enfant, c'est je l'expose et la nature est bien faite. L'absorption du fer chez les enfants, surtout, elle s'adapte selon la réserve des enfants. Donc, si ma réserve elle est pleine puis je propose du fer, je vais en absorber un petit peu. Si ma réserve est presque à sec, mais l'enfant va aller absorber plus son fer. C'est sûr qu'il y a des conditions pour améliorer l'absorption du fer. Si j'en nomme quelques-unes, c'est toujours s'assurer qu'il y a un aliment source de vitamine C à l'heure des repas. Donc, avoir un fruit ou un légume. Okay? Je ne mets pas juste les fruits de la vigne ni de légumes, un ou l'autre à l'heure des repas. Si jamais vous avez une source de fer qui vient de la viande avec une source de fer qui vient, par exemple, des aliments plus de source végétale comme du tofu, le fer dans le tofu va être mieux absorbé. Okay? Ça, c'est une stratégie qu'on peut mettre en place. On s'assure que, moi, je dis chaque lichette, chaque bouchée est payante doit être payante chez les enfants. Puis j'utilise beaucoup les céréales enrichies pour bébé parce que ça me permet d'en saupoudrer un petit peu partout, que ce soit dans les compotes de fruits, que ce soit sur, mettons, le brocoli. Fait que c'est comme des sprinkles, si je peux me permettre de le dire de cette façon-là. Oui, c'est important de proposer les aliments riches en fer chez les bébés à partir de l'âge de 6 mois. Donc, ce n'est pas les premières bouchées, c'est une compote de brocoli ou une compote de fruits. C'est vraiment les purées de viande, les purées de légumineuses, les purées de tofu, les purées à base de céréales enrichies pour bébés. Donc, c'est eux qu'on met de l'avant pour s'assurer que l'enfant accepte l'aliment parce que ça prend multiples expositions pour qu'un enfant devienne familier avec l'aliment et l'accepte et sait quoi faire avec dans sa bouche, que la langue soit capable de vraiment faire le mouvement et l'avaler. Ce n'est pas la même texture en bouche, peu importe l'aliment que vous proposez à votre bébé en texture purée. Une purée de viande, ce n'est pas la même sensation en bouche qu'une purée de fruits ou qu'une purée de tofu. Alors, ça, c'est en gros, on commence à partir de l'âge de 6 mois. C'est à l'âge de 7 mois vraiment que les besoins sont aussi grands qu'un adolescent de 14 ans. Alors, c'est à peu près 11 mg de fer. Mais encore une fois, si je vous donne des chiffres, ce n'est pas pour que vous commenciez à calculer, c'est tout simplement pour vous dire que oui, votre bébé est dans sa plus grosse poussée de croissance. La prochaine grosse poussée de croissance qu'on va voir, c'est à l'adolescence. Donc, vraiment, là, de 0,1, là, 7 à 12, je dirais surtout, c'est là la grosse poussée de croissance. Donc, ils ont besoin de fer pour le développement du cerveau, pour faire plus de globules rouges, pour les tissus. Donc, tout ça, pour fabriquer tout ça chez l'enfant, ils ont besoin d'un ingrédient qui est le fer. L'anémie, donc une carence en fer, c'est, je vous dirais, le défi alimentaire le plus fréquent. Ça, c'est vraiment mondialement. Entre l'âge de 6 jusqu'à l'âge de 24 mois chez les bébés. Donc, vraiment, le fer, on va le mettre de l'avant jusqu'à l'âge de 24 mois, tout simplement parce que les aliments riches en fer ne sont pas habituellement les préférés des enfants. Fait que je ne dis pas d'enrichir nécessairement ou donner un supplément. Ce que je vous dis, c'est de les mettre de l'avant, ces aliments-là. Je pense à la viande, que c'est souvent un défi au niveau de la mastication, entre autres. Il n'y a pas juste le goût, mais côté mastication chez les enfants. Donc, c'est pour ça que c'est quand même le fer reste quand même un défi chez les cocos jusqu'à l'âge de 2 ans. Donc, on s'assure qu'il y en a au repas, tout simplement. On ne commence pas à calculer et on utilise la petite céréale enrichie de bébé, mais on peut faire de la chapelure, on peut en souffrir dans les biscuits, dans les muffins, dans les gâteaux. Donc, on en met un petit peu partout chez les enfants. Et si jamais vous avez une inquiétude en lien avec l'apport en fer, là, je me dis quand un parent a une inquiétude, il faut le rassurer. Puis la seule façon de le faire, c'est vraiment de regarder ce que l'enfant consomme, ce que la famille propose, mais ce que l'enfant accepte dans son alimentation. Et c'est là où je dis que ça vaut la peine de consulter pour avoir un portrait, pour vous rassurer que, regarde, ça va, ou regarde, on va juste optimiser de cette façon-là. Ça, c'est vraiment dans les consultations privées qu'on est capable de le faire parce que vos habitudes alimentaires sont uniques. Il n'y a pas deux familles qui mangent de la même façon, puis il n'y a pas deux enfants qui vont aimer les choses présentées de la même façon. Si vous voulez télécharger un petit document, on a sur notre site web la zone outils gratuits et j'ai un document qui s'appelle DME ou purée du fer dès les premières bouchées. Donc, ce que j'ai mis là-dessus, c'est vraiment toutes les sources de fer et comment les intégrer chez les enfants. Donc, vous allez pouvoir le télécharger. Il y a quand même pas mal de trucs et astuces là-dessus. Puis c'est quelque chose que j'aborde beaucoup dans les ateliers DME que je donne. Fait que ça, c'est côté fer, je pense que j'ai réglé la question. Mais exactement.
Oui, c'est ça qui revenait à ça, là, comme on disait, là, quand s'inquiéter. Il y avait d'autres questions. En fait, on en avait plusieurs aussi sur la place de l'allaitement quand, puis je dis allaitement, mais on pourrait parler des biberons aussi, là, un petit peu la place du lait, un coup que bébé commence à manger. Tu sais, on est habitué avec l'allaitement à la demande, donc à partir de quand est-ce qu'on tombe peut-être plus avec un horaire, là? Donc ça, on avait aussi quelques questions à ce sujet-là. Oui. Tu sais, le but, là, c'est pas de dire, et regarde, à 10 mois, il faut que j'ai un horaire. La vraie vie, là, va toujours être mise de l'avant. Vous avez 2 enfants, 5 enfants, 6 enfants à gérer. Est-ce que c'est votre premier bébé? Puis oui, on est capable de faire un horaire. Tant mieux. À partir de l'âge de 9-10 mois, on commence à avoir un semblant d'horaire. On commence à reconnaître les signaux de bébé. Il a faim, il a moins faim. On est capable de dire, ben ça fait quand même 3 mois que l'introduction des aliments se passe bien. Ben, moi, mon bébé, je ne sais pas, moi, il déjeune à 9 heures. Ben, moi, mon bébé, il va dîner à midi, puis le souper, ben, ça dépend. Des fois, c'est 5 heures, ben, des fois, c'est escamoté, ça va aller plus à 6 heures. L'horaire va s'installer un petit peu de lui-même. Vous allez le remarquer pour l'horaire des repas. Pour ce qui est de l'allaitement, s'il est à la demande, il va rester à la demande. Ce que je veux dire, par contre, aux parents, si vous remarquez que le fait que bébé boive avant le repas fait en sorte qu'à tous les dîners, c'est horrible, ça ne marche pas. On ne veut pas l'enlever l'allaitement, loin de là. C'est tout simplement essayer de l'éloigner un petit peu, même si la théorie dit autrement qu'un bébé est capable de gérer l'allaitement. Je suis d'accord avec vous que dans la théorie, oui, ça se peut, mais dans la vraie vie, on voit des situations où on a comme un peu pas le choix d'écarter les liquides des solides. Si je veux que mon enfant apprenne à mastiquer. Le but, ce n'est pas juste qu'il avale le brocoli ou qu'il avale son pilon de poulet. Je veux qu'il soit capable de mastiquer. On a des fenêtres, des opportunités d'ouverture où cet apprentissage est maximisé chez les enfants. Donc, il faut qu'il ait un petit peu faim pour développer sa curiosité, mettre des aliments en bouche parce que c'est comme ça qu'on apprend à mastiquer. On apprend à mastiquer en mastiquant. Fait que s'il ne met pas l'aliment en bouche, bien, cet apprentissage n'a pas lieu. Ou il va avoir lieu un petit peu plus tard où l'intérêt de l'enfant est rendu ailleurs, genre grimper, sauter, lancer des ballons, c'est plus dans l'alimentation. Fait que c'est là vers l'âge de 9-10 mois. Je dis aux parents, c'est comme un petit signal. Si votre enfant, vraiment, là, à l'heure des repas, il n'a pas faim, il s'agrippe à vous, c'est le sein qu'il veut. C'est là où ça vaut la peine d'instaurer un horaire pour qu'il soit capable, aux alentours du déjeuner, du dîner, qu'il y ait une petite curiosité, une petite faim pour que l'enfant aille de l'avant et être curieux envers les aliments. Donc, ça peut être soit je donne je nourris mon bébé ou que ce soit par la dette, peu importe l'approche. Il faut tout simplement avoir cette petite curiosité. Puis si vous dites, écoute, moi, je peux l'allaiter 5 minutes avant, il s'assoit à table, il mange, il n'y a aucun problème. C'est vraiment l'allaitement va rester à la demande en autant que ça répond à un besoin du bébé et de la maman. Si à un moment donné, vous dites, moi, je ne suis plus capable. Oui, je suis pro-allaitement, oui, j'aime ça, mais là, ça ne me tente plus, il est toujours pris après moi. Ben, c'est là où on dit, ben, l'allaitement ne répond plus aux besoins des 2 personnes qui sont concernées. Donc, il y a aussi à la maman aussi à respecter là-dedans dans son cheminement, dans ses désirs et dans ses besoins à elle. Et sentez-vous à l'aise de dire, ben là, moi, ça suffit. Là. On va les écarter ou on va en enlever un. Ça va être le repas, puis ça va être l'allaitement un petit peu plus tard. Soyez à l'aise avec votre décision, puis on est sensible aux besoins de l'enfant, mais aux besoins de la maman aussi, parce que c'est 2 personnes qui sont impliquées dans l'allaitement, des fois 3, là, tu sais, à un moment donné. Quand au niveau du couple, là, une est fatiguée, trop fatiguée, l'allaitement est rendu toute la nuit, ben, des fois, ça peut influencer notre décision à dire, ben, je pense que le jour, je vais peut-être les pousser un petit peu parce que la nuit, ils sont groupés. Vous déciderez, OK? Il n'y a pas de mauvaise décision. C'est vraiment, il faut que vous soyez à l'aise et que vos besoins sont vraiment respectés et ceux du bébé, on répond à son besoin de manger et son besoin de proximité. Le biberon, c'est un petit peu plus facile, je dirais, d'avoir un horaire. Ils s'installent tout seuls de toute façon quand ils sont petits, les bébés, puis ils sont au biberon, en règle générale, vous le savez, c'est aux 2-3 heures, là, ils sont comme vraiment cordés, les enfants, au biberon. Et on essaye, encore une fois, vers l'âge de 9-10 mois, de les séparer un petit peu de l'heure des repas. Si vous remarquez que c'est difficile, la découverte, il est toujours sous de lait, mon bébé. C'est comme si vous sortez d'un buffet puis je vous présente un autre buffet. Vous savez quoi faire, vous n'avez pas le goût de découvrir, bien, votre bébé, c'est un petit peu la même chose. Fait qu'on peut les changer de place, donc il peut manger puis boire
boire après ou je peux donner juste un petit peu de lait parce qu'il ne faut pas qu'ils arrivent à l'heure du repas affamés. Quand ils ont trop faim, là, ça ne marche pas parce qu'ils sont en train d'apprendre à mastiquer. Fait que vous verrez, si j'en donne un petit peu avant, ils mangent, je termine après, ou ils s'assoient, ils mangent, puis je donne le biberon après. Encore une fois, il y a autant de façons de nourrir un bébé qu'il y a de bébés qui mangent. Alors, vous allez trouver la solution. Vous allez trouver quelque chose qui fonctionne plus pour vous. Oui, puis dès le départ, je pense que les parents vont aussi apprendre avec bébé parce que ça va les suivre tout le long de leur découverte alimentaire. Mais s'il y a certains comportements que des fois, vous avez peut-être lu, « Ah, je devrais faire ça, il faudrait que je présente le dessert comme ça », mais qu'en même temps, vous voyez que ce comportement-là ou cette attitude-là nuit à la découverte de votre enfant. Vous voyez qu'il y a moins de curiosité à aller vers les aliments, même plus vieux. Bien là, c'est là qu'on vient s'ajuster, puis qu'on va voir, puis qu'on le dit qu'il n'y a pas une famille qui va fonctionner de la même façon. À partir du moment où ça va bien, l'enfant a cette curiosité-là à vouloir découvrir les aliments, bien, votre formule, elle fonctionne. Mais même chose quand ils sont plus petits, bien, des fois, en effet, on va lire « Ah, je suis supposée donner le lait avant, après. » Bien, attendez, voyez avec votre bébé qu'est-ce qui semble être le plus bénéfique parce que là, on est dans l'étape de la découverte alimentaire. Donc, ce qu'on veut, c'est lui permettre justement de pouvoir évoluer positivement là, dans cette découverte-là. Là, on avait une question sur Facebook. Quand on a parlé des aliments riches en fer, là, Catherine demandait, bon, vous avez seulement nommé les sources de fer en purée, qu'en est-il des morceaux? En fait, c'est les mêmes aliments que Cosette a nommés, c'est juste que la viande, on va la présenter en viande. Les céréales pour bébé, on l'a bien dit, on peut les saupoudrer un petit peu partout. On peut cuisiner des galettes, des muffins, des biscuits avec les céréales pour bébé, mais c'est les mêmes sources de fer, qu'on soit en purée ou en DME. C'est vraiment la façon de venir le présenter là, qui va être différente, mais c'est les mêmes aliments. Il y a aussi les légumineuses, il y a le tofu, quinoa, sarrasin, il y a la protéine végétale texturée, il y a de la crème de blé, il y en a un petit peu dans les légumes, il y en a dans les beurres et les graines de citrouille, mais elles peuvent être hachées ou elles peuvent être en purée. Donc, il y a différents aliments riches en fer, puis ils sont dans le document là, que je vous réfère à ce document-là. Mais puis en DME, oui, puis en DME aussi, là, tu l'as bien dit, là, souvent, on va juste, un morceau d'avocat ou un fruit, on va juste le tremper dans les céréales pour bébé. Donc, l'enfant, il va les avoir de cette façon-là, puis ça devient souvent, en plus, c'est des fruits et les légumes, ça colle bien, là, c'est liquide. Donc, ça permet d'optimiser l'absorption du fer dans ces aliments-là aussi. Est-ce qu'il y a sur Instagram? Sinon, on va continuer tout ce qu'on a reçu. Sur Instagram, j'en ai pas d'autres. Par contre, tu vois, je m'en allais vers un petit peu, je dis les plus vieux, là, mais nos exemples 18-24, là, on avait une question justement sur Facebook. Ma fille de 2 ans, elle veut manger que du yogourt ou du lait. Quelles sont les suggestions pour diversifier son alimentation? Puis ça revenait dans avait reçu là, les petits appétits qui ne mangent pas très, très variés là, dans notre 18-24, puis des fois, ça va se poursuivre, là, mais donc, je pense qu'on peut peut-être aborder cette partie-là. Oui. Tu sais, l'enfant peut vouloir beaucoup, beaucoup de choses. Le quoi relève quand même du parent. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le principe de partage des responsabilités. On en parle tout le temps. On n'est pas les seuls qui en parlent. C'est un petit peu la base de l'alimentation, la base du concept de l'alimentation, une approche qui est bienveillante auprès des enfants. C'est que le parent va décider de qu'est-ce que je mets sur le menu, l'heure à laquelle et où on s'assoit pour manger, et l'enfant va décider s'il en mange ou pas et combien il en mange. Vous n'êtes pas obligé de proposer le yogourt à tous les repas, même si c'est l'aliment préféré de votre enfant, mais vous n'allez pas l'enlever non plus. Donc, il y a comme une espèce de juste milieu à faire. Mettons, je vous donne un exemple. Votre enfant aime le yogourt puis aime le lait. Bien, je peux dire que moi, aujourd'hui, à l'heure du dîner, bien, je vais avoir un morceau de fromage, je vais avoir, je sais pas, mon spaghetti qui est là, puis je vais avoir mes brocolis, mais tout va être au centre de la table, puis l'enfant va naviguer là-dedans. Que l'enfant dit, ben moi, j'en veux pas, ben c'est correct, il n'y a pas de souci. La prochaine fois qu'on va manger, c'est à peu près dans 2 heures. Fait que graduellement, l'enfant comprend qu'on ne le pousse pas, on ne l'oblige pas, mais on ne va pas non plus faire le menu basé sur les préférences de l'enfant. Parce que si vous avez 2, 3, 4 enfants, vous allez voir, jamais les préférences sont les mêmes. En tout cas, moi, pour mon conjoint, on n'a pas les mêmes préférences, puis les enfants non plus. Ils ont par contre les mêmes dégoût, si je peux me permettre de dire, alimentaire, mais dans les préférences, c'est impossible de faire plaisir à tout le monde. Donc, il faut vraiment faire une espèce de rotation dans les aliments familiers puis les aliments préférés. Ce n'est pas la même chose. Les aliments préférés, là, c'est que l'enfant va toujours les manger. C'est vraiment mon repas préféré. C'est quand je pense à un aliment que je mangerai tout le temps, tous les jours, là, je vais penser à un certain mets. Puis des aliments familiers, c'est que 50% du temps, là, ça fait le bonheur de votre enfant. Puis si à un moment donné, ça ne fait pas son bonheur, voilà, c'est ce qui a été servi. Pensez un petit peu aux garderies. Tu sais, la garderie, lorsqu'ils présentent le menu, c'est ça, puis il n'y a pas d'autre choix, puis les enfants le savent qu'il n'y en a pas d'autre choix.
La différence à la maison, c'est qu'ils savent que peut-être les parents vont offrir autre chose parce qu'ils l'ont déjà fait. Fait que c'est vraiment un peu dans notre attitude que l'enfant va comprendre, ben écoute, c'est peut-être comme à la garderie, là. Fait que je vais découvrir l'aliment. On ne l'oblige pas dans le sens que tout ce que l'enfant voit, c'est des choses qu'il n'aime pas. On présente toujours des aliments familiers, puis c'est même si l'enfant ne veut que l'aliment familier, c'est pas grave. On continue d'exposer l'enfant puis il y a différentes manières d'exposer. Hein. Un enfant, c'est pas juste de voir l'aliment. Ça, dans notre cours sur l'alimentation des enfants, j'ai une capsule, je pense, qui dure 20 minutes. Je pense que j'ai 15 façons d'exposer un enfant à des aliments. C'est quelque chose qui vous intéresse, vous irez voir là, sur le site. Mais exposer l'enfant, oui, il faut qu'il le voit avec ses yeux, il faut que les mains le rencontrent, il faut qu'il le sente, il faut qu'il en entende parler, il faut qu'il voit les autres en manger. Donc, il y a différentes manières d'exposer un enfant. Puis quand c'est fait dans le plaisir, il faut juste associer une émotion de plaisir avec un aliment avant qu'un enfant ait le goût de le prendre dans ses mains et de dire, ben, je vais y goûter. S'il l'a vu dans un bac sensoriel, je lance ça de même, il a vu cette affaire-là, je ne sais pas moi, il a vu des légumineuses sèches ou des pâtes sèches dans un bac sensoriel, puis après ça, il les a vus mouillés, il a joué avec, c'est donc bien le fun. Quand il voit ça à la table, il dit « Hey, je reconnais cette affaire-là, c'est donc bien cool. Hey, je peux l'avoir dans mon assiette, mais pourquoi pas? » Fait qu'il faut juste installer des émotions positives avec des aliments pour que l'enfant ait le goût de les manger. Si ce n'est pas le fun, il ne le mettra pas dans sa bouche. Puis vous le savez que la finalité revient à l'enfant. C'est lui qui décide s'il le met dans sa bouche ou pas. Même ça peut nous rendre fous. Mais c'est de la façon comme on le présente, puis on persévère. Puis dites-vous, là, la quantité va toujours relever de l'enfant. Puis s'il le met dans sa bouche, il va toujours relever de votre enfant. Lâchez prise là-dessus, vraiment. Puis travaillez un peu plus le contexte, comment je le présente, à quel âge je le présente. Est-ce que mon enfant a réellement faim ou il a mangé quelque chose 1 heure avant le repas? Donc, il a vraiment regardé la structure avant d'arriver à dire, ah, ben finalement, il ne mange pas. Fait qu'il faut vraiment regarder plus la structure autour de l'aliment que l'aliment lui-même. Oui, puis on en a parlé aussi dans notre live la semaine passée parce qu'on parlait de la découverte alimentaire, mais c'est long là, d'apprendre à découvrir. Ils font connaissance avec tous les aliments. Donc, il faut leur laisser le temps de développer justement une relation positive, leur laisser le temps de la développer à leur rythme. Mais moi, mon rôle comme parent, c'est de quand même continuer de les exposer pour qu'ils apprennent à les connaître. Si justement, je le présente pendant un certain temps, puis on se dit, à chaque fois que je lui en donne, il n'en mange jamais, mais c'est pas grave, vous le mangez, il vous voit le manger, puis lui, ben, quand il va se sentir prêt, il va y aller. Mais est-ce qu'il va se sentir prêt dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 2 ans? Ça, on ne le sait pas. Puis ce n'est pas, c'est pas votre contrôle, puis ce n'est pas votre rôle de parent. Oui, comme on disait, on peut proposer des activités, mais on doit respecter le rythme de découverte aussi de chaque enfant. Mais vous devez continuer de les exposer. Puis Cosette l'a bien dit, là, moi, je le vois beaucoup en consultation quand les parents viennent nous voir. Ils sont un peu rendus au bout du rouleau parce que, on l'a dit, l'appétit va varier. Une journée, il aime quelque chose, le lendemain, il ne l'aime plus. Essayez de comprendre les préférences puis l'acceptation pour les jeunes enfants, là. C'est impossible. Fait que moi, je dis toujours, regardez, vous allez cuisiner les repas que vous avez envie de manger. Vous aimez ce repas-là, vous trouvez que c'est facile comme famille de cuisiner ces repas-là. Je veux que mon enfant apprenne tranquillement à accepter ces aliments-là. Je vais venir m'assurer avant que le repas soit servi aussi que les aliments familiers, de par les accompagnements. Je ne cuisine pas 2 repas. Là, ce n'est pas quand j'annonce que ce soir, on mange du spaghetti. « Ah non, ça ne me tente pas de manger du spaghetti. Ah bon, ben est-ce que tu voudrais que je te fasse ça? » Là, si vous commencez à tomber là-dedans, ça va devenir vraiment vous-même, vous allez perdre le plaisir de cuisiner, de planifier, puis vous n'aurez même plus envie d'aller vous asseoir à table tellement c'est toujours compliqué. C'est normal que votre enfant, des fois, il va arriver. Puis là, on parle des un petit peu plus vieux, là, parce que c'est sûr qu'à 18-24 mois, c'est rare que nécessairement, mais des fois, ils peuvent dire non, moi, je ne veux pas ça. Mais c'est ce qu'on a, mais regarde, il y a autre chose. Et comme on disait, on va le laisser naviguer dans ce qu'il y a là, mais je ne vais pas nécessairement lui servir. Votre job, ce n'est pas de lui faire aimer ou manger tout ce que vous allez lui offrir. C'est de l'exposer pour lui permettre de pouvoir justement découvrir les aliments, mais c'est important que vous planifiez en fonction de vos goûts, de vos valeurs, des aliments et des repas que vous avez envie, comme je vous disais, que vos enfants apprennent à manger. Puis dans notre attitude, dans notre façon de le présenter, on peut rendre le moment du repas le plus plaisant possible pour permettre à l'enfant d'aller découvrir. Mais comme Cosette le dit, le si il se le met dans la bouche, le combien il va en manger,
manger, ça va toujours être la responsabilité de l'enfant dès ses premières bouchées, même rendu pendant l'enfance, pendant l'adolescence, c'est eux qui sont les experts à ce niveau-là et on doit leur laisser cette responsabilité-là si on veut que la relation justement qu'ils vont développer avec les aliments, avec l'heure du repas, soit positive et qu'elle soit durable dans le temps aussi, là. Hey, je vois des noms que je reconnais sur Instagram. Il y en a qui m'écrivent souvent dans le privé avec plein de questions, puis je réponds. Puis je sais que j'ai un petit peu de retard encore dans mes réponses. Ah, allô, Catherine, je la reconnais. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Si jamais il y a quelque chose qui vous dérange dans ce qu'on a dit, si ça brasse des émotions, vous dites « Oh, mon Dieu, elle dit ça, mais moi, je ne suis pas capable. » Allez-y, commentez. On va rester là encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a encore des questions? Sur Facebook, j'en ai plus, puis sur Instagram, j'en ai pas vu. Si des fois, vous les avez écrits peut-être au début, qu'on les a pas vus passer, réécrivez-nous-les en bas, là, on va les voir apparaître. Mais sinon, si vous en avez d'autres aussi sur Facebook, n'hésitez pas à nous les réécrire. Mais je pense que quand on parle de découverte alimentaire, on parle de confiance, on parle de beaucoup de patience puis de la constance aussi. Là. Mm-hmm. Ça va vraiment être du meilleur à lui. Questions qu'on a reçues, on a-tu fait le tour? On a pas mal fait le tour, oui, c'est ça. On avait pas mal fait le tour, là, le passage purée, DME, morceaux, comment on les offre, l'horaire des repas, on en a parlé, l'horaire des boîtes, on en a parlé. Hydratation, ouais, peut-être on a une petite question sur l'hydratation, là, le lait et l'eau, un enfant qui n'est pas du tout intéressé à boire. OK. Parfois, c'est peut-être pas le goût nécessairement du liquide. Parfois, c'est comment vous le présentez. Encore une fois, dans le comment, c'est quoi le contenant? Ça dépend de l'âge de l'enfant aussi. Oh, il y a une question que je vois ici. Je ne sais pas si c'est une question en privé sur Instagram. Je vais juste la voir ici. Oui. Je vais répondre à la question pour le côté hydratation. Puis j'en ai une question qui vient de popper. Pour l'hydratation, oui, on va commencer par le contenant. Est-ce que mon enfant est capable de boire dans le contenant? Parfois, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas ce qu'il y a dedans, ils ne sont juste pas capables. Puis boire dans un contenant, encore une fois, c'est un apprentissage, puis ça prend de la pratique pour être capable de finir par boire. Et les verres ouverts sont les contenants qu'on va mettre de l'avant chez les enfants et la paille parce que c'est deux contenants dans lesquels on va toujours boire, même les adultes, on boit au verre, on boit à la paille, je ne bois pas dans un verre à bec, je bois dans un biberon. Fait que dès l'âge de 6 mois, on va commencer à les exposer pour que l'enfant apprenne à boire dans ces contenants-là. Pour les un petit peu plus vieux, je suggère vraiment aux parents de dire quel verre, toi, décide le verre dans lequel tu aimerais boire. Et là, quand ils décident, là, les enfants, là, mon Dieu, nous sommes ça règle bien des problèmes, qui décident le verre dans lequel ils veulent. Est-ce que tu veux une paille verte, une paille rouge? Ouais. Est-ce que tu veux qu'on le boit avec ton dinosaure à côté? Tu sais, le rendre ça ludique, ça peut être, hey, on va faire, je ne sais pas, ça peut être des filles puis des gars. On va s'asseoir autour de la table, puis là, on va faire, je ne sais pas moi, une session de thé, tu sais, avec des tasses. Ça peut être vraiment dans des petites tasses de jouets parce qu'ils ont besoin de petites tasses avec une petite ouverture, les enfants. Fait que si vous ne voulez pas acheter de verre pour les enfants qui sont plus petits, bien, ça peut être des petits shooters ou de l'aroma, là, tu sais, il y en a dans des contenants de stainless. Fait que, tu sais, est-ce que tu veux me servir le thé? Fait que dans sa petite théière, là, il peut avoir de l'eau, là, vous pouvez le servir comme ça. Et les garçons et les filles, ils adorent ça, faire semblant. Fait que ça peut être par le jeu comme ça que l'enfant, si on leur montre, on lève le petit doigt dans les airs comme ça, c'est de la royauté, bref. Puis là, tu bois dans une tasse. Y aller par le jeu pour leur montrer comment faire. Puis si c'est vraiment, vraiment difficile, vous remarquez que l'enfant boit, puis ça coule tout le temps. Tu sais, vraiment, vous remarquez que le tonus ici, là, c'est un petit peu problématique. On peut consulter au niveau d'ergothérapie pour voir comment est-ce qu'on peut renforcer les muscles ici de la bouche. Mais sachez qu'à la paille, boire à la paille fait en sorte qu'on peut renforcer un peu les muscles autour des lèvres et faire en sorte qu'on est capable de mieux fermer les lèvres, en fait, mieux poser les lèvres sur un verre ouvert, être capable de mieux boire à la paille, c'est un exercice, il faut simplement pratiquer. Essayez de ne pas avoir des trop longues pailles, parce que souvent les enfants les rentrent au fond de la bouche, puis ils les mordillent, ils prennent ça comme des jouets de dentition. La paille ne doit pas trop dépasser la fin du verre ou du gobelet. Donc vraiment une petite paille pour qu'ils la rentrent un petit peu dans la bouche, puis ils développent ce mouvement de vouloir boire. Il y a d'autres façons de le présenter. Ça, je montre ça dans les ateliers DME, puis dans d'autres ateliers, comment le faire, là, graduellement avec la paille, montrer ça à l'enfant. C'est l'ergothérapeute qui le fait. Mais si c'est quelque chose qui vous inquiète, vous m'écrire en privé, je pourrais vous le montrer comme ça, mais là, je ne le ferai pas live comme ça, comment montrer à boire dans un verre, dans une paille à un enfant.
Puis l'hydratation pour les plus vieux, on peut changer un petit peu la saveur. On peut déposer des fruits congelés dans l'eau puis les enlever peut-être juste avant que, tu sais, mettons, vous avez mis des bleuets ou des petites framboises congelées. Je ne donnerais pas ça à boire dans un verre ouvert parce que ça peut les mettre à risque d'étouffement. C'est juste pour aromatiser l'eau. Vous pouvez les enlever si c'est dans un verre ouvert, mais si c'est dans une paille, il n'y a pas de souci. Par contre, faire attention, si les framboises se défont dans une paille, ça peut passer. Fait que l'enfant qui pense boire des liquides, des fois, il y a des morceaux qui passent. Moi, je préfère les enlever. Ce que je garde dans l'eau, là, c'est vraiment tout ce qui est fruits citrins. Exemple, des rondelles de citron, des rondelles d'orange ou de pamplemousse. Bref, ça, les petites pulpes, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est des morceaux de fruits qui se détachent, moi, je préfère les enlever. Passez-le dans un tamis, au pire, là, mais enlevez le gros pour que l'enfant boive à la paille de manière sécuritaire pour qu'il y ait une belle expérience à ce niveau-là. Fait que ça peut être comme ça. Ça peut être par des glaçons dans lesquels, mettons, il y a des bleuets. Fait que c'est juste changer le visuel de la chose pour attirer l'enfant vers ça. Puis il y en a qui se pratiquent dans le bain à boire. Ça, je vous laisse libre. Si c'est leur bain, leur eau de bain, ils ont comme des tasses transvides les enfants. Puis il y en a qui vont boire, libre à vous si vous êtes à l'aise, qui boivent leur propre eau de bain. Les enfants. Je me souviens, tu me dis ça, mais je me souviens de mes filles dans le bain, là, à chaque fois, c'était les gros, puis tu sais, ça leur tombe. Mais en même temps, là, tu sais, il n'y a pas de dégâts, puis tu sais, en effet, là, c'est pas de l'eau qui est habituellement, quand ils revenaient de jouer dehors, moi, mais c'est une belle façon, sans qu'il y ait trop de dégâts partout, puis ils s'envoyaient de l'eau d'en face, puis ils trouvaient tout le temps ça très drôle. Puis Andréane, sur Facebook, nous dit qu'à la maison, les gourdes de papa et maman sont très populaires pour boire de l'eau. Ben voilà. Tu sais, puis ils peuvent aller choisir leur gourde, ils peuvent mettre des collants dessus ou à l'effigie de leur personnage. C'est juste faire attention, il faut que la paille ne soit pas trop longue non plus. Puis même, il y en a que vraiment, ça ne leur dérange pas, mais pour ça que c'est difficile cet apprentissage-là. Allez-y vers des pailles qui ne dépassent pas trop pour éviter que l'enfant la rentre de côté puis il joue là-dessus comme un jouet de dentition. Celle que vous avez achetée, c'est plus long, on peut juste la couper aussi pour la rendre plus courte. Si vous n'en trouvez pas avec des courtes pailles, là, vous avez juste à la couper vous-même. Oui, puis il y en a parfois que la paille s'enlève. Fait que vous pouvez la remplacer par une paille plus courte ou acheter des pailles réutilisables en silicone. Je pense entre autres à Jululu Bijoux qui en fait des pailles. Là, fait que on peut la couper, la rentrer dedans. Puis pour éviter que l'enfant joue avec, puis la sortir, vous pouvez mettre un élastique. Vous avez le couvert, vous avez la paille, mais on met l'élastique ici, à ce niveau-là. Là, tu as un élastique, genre, quand vous achetez du brocoli, là, il y a toujours un gros élastique dessus, mais vous le mettez là, comme ça, la paille ne sort plus. Fait que votre enfant, il ne va pas jouer dessus, parce que des fois, il mordit puis il cherche à sortir la paille. Bref, c'est des petits trucs là, que vous pouvez essayer. Là, j'ai une question sur Instagram. Est-ce qu'on doit réchauffer la nourriture avant de la donner à bébé, purée et ou DME? Pas du tout, parce que des changements de température, c'est quand même des variations des aliments. Moi, j'aime pas ça quand mon brocoli cuit et froid. Mais un enfant, il va goûter à tout. Il va goûter à tout. Et vous allez peut-être remarquer qu'il va peut-être plus l'apprécier chaud ou peut-être plus l'apprécier froid. Puis, jouer dans les températures, ça va réveiller les sens des enfants. Tu sais, un brocoli froid qui vient de sortir du frigo, qui a été cuit, là, ça réveille les sens d'un enfant. Puis parfois, quand il est juste température pièce, ça ne goûte pas grand-chose. Fait que vraiment, jouer dans la température, ça fait partie des façons d'exposer de manière différente les aliments. Oui. Même un potage, il peut être froid, il peut être un peu plus tiède. Faites juste attention de ne pas trop réchauffer pour ne pas brûler l'intérieur, brûler la langue de l'enfant. Si on pense aux viandes aussi, c'est soit, par contre, réchauffé ou froid, là, pour le côté... en fait, il faut que ça soit quand même cuit, là, mais... Laissez-le pas 2 heures sur le comptoir pour que ce soit température pièce, parce que bébé préfère quand c'est température pièce. Pour les viandes, volailles, protéines, là, non, ceux-là, il faut qu'ils soient sortis du frigo ou bien, là, vous les réchauffez un petit peu au micro-ondes pour, justement, là, le côté sécuritaire. Oui. Là, moi, je n'avais pas de questions sur Instagram. Moi, j'ai une question sur Facebook. Je me demandais par rapport au repas, est-ce nécessaire d'accompagner une source de vitamine C pour aider l'absorption du fer à l'âge de 19 mois? Il en mange beaucoup dans la journée, mais parfois au repas, il n'en prend pas toujours. Ça dépend de son appétit. Oui. Est-ce que c'est absolument nécessaire? Non. C'est recommandé. Est-ce que c'est absolument nécessaire? Ben non. Tu sais, les sources de vitamine C, là, il y en a plein. Les fruits et les légumes, c'est ça, souvent, là, fait que... C'est que des fois, il y en a, puis on le sait même pas. Tu sais, on parle tout le temps de fruits et de légumes, mais dans les sauces, il y en a également. Oui, bien oui, vous avez mis une sauce tomatée, là, ben, il y en a à l'intérieur aussi. Puis à la fin du repas, ben, des fois, l'enfant, il y en a des parents qui n'offrent pas nécessairement le fruit ou whatever, l'aliment pour terminer le repas durant le repas, ça peut être à la fin, puis l'enfant en mange, bien, il n'y a pas de souci. En autant qu'il y en a quand même au courant
de la journée. Oui, on aime ça quand ils sont ensemble, mais ça n'empêche pas le fait qu'il va quand même en absorber. S'il n'y en a pas, c'est qu'on optimise quand ils sont là, mais ça ne fait pas en sorte que le fer qui a mangé, Oui, c'est ça. il va Ça sortir absorbe de pas du l'autre. tout. Oui, non, c'est ça, exactement. Il va quand même l'absorber. C'est juste pour optimiser qu'on met ces stratégies-là. Puis il optimise vraiment le fer de source végétale. Donc vraiment, quand on parle de fruits, de légumes ou de vitamine C, c'est vraiment quand je le mets, mettons, avec des œufs, avec du tofu, avec des légumineuses. Quand je mets ma viande avec c'est pas là où ça agit le plus, c'est vraiment quand c'est de source non animale. Puis, exemple, le tofu, je le présente, je sais pas, moi, ou pas, le tofu, mettons une omelette. Une omelette, c'est des œufs, c'est de source non aimée. Okay? C'est pas aussi bien absorbé que si j'aurais mangé, mettons, du poulet. OK? Ouais. Bon, fait que l'œuf, si je mets un restant de viande hachée dans mon omelette, puis je hache des légumes puis je les mets dedans, bien, sachez que le fer qui est dans l'œuf va être mieux absorbé de par la présence de la viande qui est là et par la présence des légumes que j'aurais mis dedans pour la vitamine C. Donc, c'est vraiment un combo qui fait que c'est optimal, mais c'est pas gaspillé si mon enfant a mangé une source de fer et il n'y avait pas de vitamine C accompagnée. Non, exactement, parce qu'en même temps, notre rôle étant de le présenter, mais je ne sais pas si l'enfant va décider de manger son fruit et ou son légume ou les autres sources, justement. Ailleurs. Donc, exactement. Donc, tu sais, présentez-les sans pression comme d'habitude, puis s'il le mange, il le mange, mais sinon, il va quand même absorber une certaine partie du fer, là, même s'il n'a pas pris la vitamine C. J'ai encore une autre question. Coco, à 6 mois, mange des purées depuis 1 mois, 2 fois par jour, AM et souper. Quand introduire le dîner? C'est quand vous avez envie de le présenter ou quand vous voyez son intérêt pour le dîner. Tu sais, on dit c'est 2 à 3 repas à partir de l'âge de 6 mois. Ce n'est pas une attente. Ce n'est pas un objectif absolument à 6 mois, mais si vous voyez que votre enfant a le goût, puis vous asseyez, vous mangez, puis il a de l'intérêt, bien, allez-y. Sinon, graduellement, plus on s'approche de l'âge de 9 mois, là, on veut absolument que le 3e repas soit présenté parce qu'on arrive vers ce que je disais au début, là, une routine alimentaire, une espèce d'horaire, entre guillemets. Là. Fait qu'il y a comme une routine, une structure. Je mange 3 fois par jour. Mais allez-y, comme vous le voyez, il faut que ça soit faisable. C'est ça. Ça va dépendre de l'horaire de d'autres bébés. Ça peut dépendre de l'horaire de ses boires aussi. Mais à partir du moment où vous voyez que vous avez une fenêtre et que là, vous avez une opportunité de lui présenter une occasion supplémentaire de découvrir les aliments, bien, on y va avec le 3e repas. Puis des fois, c'est les collations aussi qui vont comme devenir la 3e ou 4e exposition dans la journée. Puis oui, vous l'exposez à des aliments, mais c'est une occasion pour lui de pratiquer sa mastication. Oui, c'est ça. Donc, plus il se pratique, meilleurs ils deviennent, les enfants. Et voilà. Vraiment, plus je mastique, puis mieux je vais apprendre à mastiquer, tout simplement. C'est avec la pratique, ça ne vient pas tout seul. Là, je n'avais pas d'autres questions ici dans le chat. Moi non plus, je n'ai pas d'autres questions sur Facebook. Parfait. Alors, merci d'être là encore. Si jamais il y a quelque chose, vous pouvez nous écrire dans les commentaires des vidéos. Sinon, merci d'être là encore une fois tous les mercredis. Puis on se voit la semaine prochaine. Bye, May. Bye!